produits chimiques qu'on trouve dans la fumée d'incendie. Il y a des poussières, des particules, des produits de combustion. Et avec les nouveaux matériaux synthétiques qu'il y a eu depuis une cinquantaine d'années, année après année, la toxicité a augmenté. On a aujourd'hui, ça dit ça, du mercure dans la fumée. Comment ça? Normalement, ça serait une intervention en matière dangereuse, avoir des taux de mercure élevés. Mais on se rend compte dans les études, par exemple, sur le déblai, qu'on a des valeurs d'exposition élevées en mercure. Alors, même des IBS dépassées, des valeurs d'exposition de courte durée dépassées pour le mercure, ou l'arsenic, ou des atomes qu'on ne trouvait pas avant, des molécules qu'on ne trouvait pas. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus considérer la fumée simplement comme une fumée, mais plutôt comme des contaminants. Alors, pour toutes ces raisons-là, il y a eu des petits problèmes de santé associés à ça, et c'est très difficile, vu la complexité, la quantité de contaminants, de prédire les effets toxiques de la fumée. On ne le saura pas. Donc, on prend pour acquis qu'on ne saura pas ce que ça fait, mais on sait que c'est pas bon pour la santé, on sait qu'il y a des effets synergiques. Donc, on doit adapter les procédures pour faire comme si c'était toujours à des concentrations dangereuses, donc en atmosphère DIBS. Rapidement, les grands classiques d'un incendie, il y a plusieurs produits de combustion, qui ont plusieurs effets sur la santé. Il y a des asphyxiants chimiques, ça on les connaît bien. Il y a les irritants corrosifs qui piquent aux muqueuses, la peau, les yeux, et ça vous en trouvez à tous les incendies. Il y a aussi des contaminants qui ont de multiples effets sur la santé, sur tous les organes du corps, donc il y a vraiment plein de choses. Il y a évidemment des contaminants aussi qui sont cancérigènes, qui ont carrément une cote de cancer, comme je dirais, une classification cancérogène soit avérée, probable ou possible, classée par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC. Alors, c'est pas mal l'organisation la plus officielle, je dirais, de classification cancérogène. Quand ces produits-là se retrouvent avec une classification cancérogène, habituellement, en milieu de travail, on fait quelque chose. Donc, maintenant qu'on sait qu'ils sont présents dans la fumée, comme par exemple, si vous remarquez la suie, le benzène, plusieurs HAP, alors on doit faire quelque chose. On ne peut pas ignorer le problème. Donc, on a des contaminants cancérogènes à tous les incendies, c'est certain. Et j'ai oublié de vous faire remarquer là-dedans, les émissions des camions au diesel sont aussi classées cancérogènes. Ça aussi, ça va faire partie des pratiques à améliorer. Un petit mot particulier sur la suie. Pourquoi la suie? Parce que, bon, c'est pas un contaminant comme les autres. La suie, moi, je dirais qu'on pourrait dire une double toxicité. D'abord, l'intérieur, sa composition. Moi, je l'appelle la petite boîte à cancer. Bon, c'est une façon de l'appeler, mais l'intérieur de la suie est fait d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ça, c'est quoi? C'est plein de petites molécules de benzène collées ensemble, fusionnées, qui font des molécules de différentes grosseurs. Et selon la température du feu, vous allez avoir des suies de différentes grosseurs, qui vont être bien souvent invisibles et aussi visibles. Vous avez vraiment de tout. Le problème avec la suie, à part du fait que c'est cancérigène, ça a de multiples effets toxiques sur la santé, même au niveau cardiovasculaire, mutagène, etc. Le problème, c'est la deuxième toxicité, c'est la capacité de la suie à absorber. Absorber veut dire que ça colle. Ça colle sur la suie et c'est réversible. C'est important de s'en rappeler parce que la suie est donc un transporteur de toxicité. Les Anglais l'appellent le toxicity carrier. J'ai vu ça souvent dans leurs articles. Donc, la suie, c'est pas un contaminant ordinaire, c'est un transporteur de toxicité. Tout ce qui sera produit dans l'incendie va se coller dessus. Alors, quand vous l'aurez respiré, rappelez-vous que les petits amis, là, les contaminants qui sont collés autour, là, vont désorber. Ça veut dire qu'ils vont partir de la suie, puis ils vont aller se promener dans votre corps. Ou si c'est sur votre peau, la suie, si elle colle sur votre peau, peut-être qu'elle ne va pas entrer, mais les contaminants, eux, peuvent désorber, ceux qui sont collés dessus, et eux peuvent entrer, ou créer des lésions, peu importe selon qu'est-ce qui est collé dessus. Donc, la suie qui se promène dans un incendie avec des matériaux synthétiques, c'est pas la même suie que votre barbecue. Dans les deux cas, c'est pas bon, mais celle de l'incendie, encore pire. Donc, c'est pas un contaminant ordinaire, c'est pas une simple saleté, c'est vraiment un transporteur de matière dangereuse, comme on pourrait dire. Du
Durant l'incendie, tout le monde sait que bon, il y a une toxicité associée aux fumées. Vous savez depuis longtemps que c'est une atmosphère qu'on classe des IDS dangereuses immédiatement pour la vie et la santé. Mais on connaissait moins le déblai. Le déblai, après l'incendie, personne ne se doutait dans le temps que c'était une atmosphère des IDS, mais maintenant, il y a eu plusieurs études, notamment M. Burgess qui a fait des études là-dessus, sur le déblai. On sait maintenant qu'à toutes les fois qu'on a mesuré l'air dans la pièce où il y a eu le feu, le secteur 1 qu'on appelle, il y a toujours au moins un contaminant qui dépasse des limites d'exposition. On sait maintenant qu'on est en atmosphère des IDS et, comme conséquence, ça fait qu'on doit absolument porter l'appareil respiratoire dans la pièce qui a eu le déblai. Autour, les études commencent dans les secteurs autour de l'incendie. On commence à en savoir plus. On sait aussi que les contaminants vont entrer par toutes les voies d'absorption. Évidemment que la voie respiratoire, c'est la plus importante à protéger. Mais ce qu'on sait avec les dernières études qui viennent de sortir, et il y en a surprenamment beaucoup, j'en ai calculé tantôt au moins une dizaine, qui parlent maintenant de la peau. On s'est rendu compte que dans l'incendie, les pompiers se contaminaient par la peau. Puis ça a été une grande surprise parce que personne n'avait pensé à ce problème-là avant. Donc, on s'est rendu compte que toutes les voies d'absorption étaient impliquées. Et ce qui est ressorti dans les études sur la peau, c'est que le temps de contact avec la peau, les contaminants qui étaient sur votre peau, le temps qui était en contact avec votre peau, c'était un facteur prédominant. Il fallait donc enlever les contaminants le plus vite possible. Il y en a qui peuvent passer à travers la peau en quelques minutes, mais il y en a qui passent en quelques heures. Donc, c'est très différent selon les contaminants qui sont sur votre peau. Alors, le mot d'ordre, c'est enlevez-les le plus vite possible. On a la chance d'avoir la suie qui, bien souvent, va être visible. Alors, c'est peut-être sa seule qualité en passant. Au moins, on peut la voir. Alors, le fait de les enlever le plus rapidement possible va faire que vous donnez une petite chance. En plus, vous n'apportez pas les contaminants plus loin du lieu de l'incendie. Et dans les études récentes qui viennent de sortir, on a remarqué que c'était le cou qui était bien souvent contaminé. Et là, on a trouvé le maillon faible de la vie de pompier, c'est la fameuse cagoule qui est en développement. On essaie de l'améliorer. Mais la cagoule, elle laisse passer beaucoup de contaminants. Alors, ça donne mal parce qu'il semblerait que le cou, en plus, c'est une zone très perméable de la peau. Alors, 1 plus 1, ça fait 2, c'est une zone à risque. Alors, dans les nouvelles pratiques, on va beaucoup viser le cou parce que c'est une voie d'entrée quand même importante des contaminants. On va vouloir le laver, le protéger, changer la cagoule. Donc, on va viser beaucoup cette zone-là du corps. Les pompiers aussi vont se contaminer pendant l'incendie de façon directe. Ils vont se contaminer, par exemple, lors du combat, lors du déblai, même l'enquête. J'ai pas le temps de parler des enquêteurs incendie, mais il y aura d'autres choses à dire là-dessus. Mais eux aussi sont sur le lieu de l'incendie, il y a une contamination directe. Celle-là, on ne peut pas l'éviter. Et soit dit en passant, dans tous les milieux de travail, il y a un peu de contamination. Hein. La contamination 0%, ça se fait pas. C'est sûr qu'il y a une contamination directe pendant l'incendie. Mais par contre, on peut améliorer les choses, ça c'est sûr. La contamination croisée, c'est lorsque le pompier est sorti du feu, est sorti du lieu de l'incendie, et qu'il se contamine de façon indirecte par un vecteur. Un vecteur, c'est un transporteur de toxicité. Ça peut être un objet contaminé, des mains sales. Et là, ce qui est difficile pour les pompiers, parce que pour les avoir vus, ils ont beaucoup de stock sur eux. Ils ont des caméras thermiques, des lampes de poche, des petits outils, des radios. Ça en fait des choses à penser, à nettoyer. Ça en fait des vecteurs de contamination. Alors, imaginez le travail qu'il faut faire. Il faut repenser à tous les objets que les pompiers traînent avec eux dans le feu. Il faut les nettoyer. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est un travail à faire selon ce que chacun apporte à l'incendie. Des beaux exemples de contamination ici, comme par exemple, on a un bel exemple de contamination directe, un pompier au déblai. C'est sûr que ça entre par la peau. On considère que le risque d'intoxication des voies respiratoires est virtuellement presque nul, on va dire, lorsque le pompier porte son appareil respiratoire. Mais pour ce qui est de la peau, on sait que ça passe un peu à travers. Bon. Pour ce qui est de la contamination croisée, c'est très vaste, OK? À partir du moment où le pompier sort du feu, il peut respirer les odeurs de ses habits. Les odeurs, c'est quoi? C'est les contaminants.
qui désordent, qui s'évaporent du stock. Alors, si on voit, c'est un de mes étudiants qui a gracieusement donné des photos. Alors, lorsque le pompier sort et il transporte une bonbonne, il y a ses habits sales, il respire tout ça, il y a des contaminants dans l'air. Il touche, ici, si vous voyez la bonbonne, il va toucher, il va de façon croisée, il contamine sa peau. Est-ce que c'est un gros problème? Est-ce qu'il faut paniquer? Ce qui est sorti jusqu'à maintenant sur les quelques études de contamination croisée, mais qui rassure plusieurs, c'est que tout ce qui dessort des habits est en dessous des valeurs d'exposition moyenne pondérée. Donc, on n'est pas en atmosphère des IBS quand même. On respire des contaminants, mais on n'est quand même pas de là à dire mettez l'appareil respiratoire, vous êtes en atmosphère des IBS. Donc, ce qui est recommandé, c'est éviter le plus possible de respirer vos odeurs de fumée, éloignez-vous, enlevez-les, enlevez vos habits, tout ça, mais il n'y a pas de panique non plus, vous n'êtes quand même pas dans le lieu d'incendie. Mais c'est sûr qu'il faut améliorer les choses pour les éviter. Une chose facile à faire et qui ne coûte rien, c'est de ne pas transporter son stock à la maison ou dans son véhicule personnel. Ici, vous avez un bel exemple de personne qui transporte son habit directement dans son véhicule. Alors, c'est très facile. Au Québec, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un sac à vidange, un sac à poubelle. Carrément. On évite toutes les formes de contamination croisée et en plus, ça ne coûte rien. Et puis, pour avoir fait le tour du Québec, je peux vous dire une chose que j'ai trouvé impressionnante. C'est que très souvent, les pompiers ont commencé à faire les mesures, les changements, avant même qu'il y ait une obligation, avant même qu'on leur fournisse du stock. Moi, là, je leur disais, les gars, achetez-les donc vous-même, les sacs à vidange, ça ne coûte rien. Votre santé, ça vaut plus que 2 piastres. Alors, achetez-vous des sacs à vidange, si on ne fournit pas de sacs hermétiques, faites-le. Ils ont commencé tout de suite. Ils ont acheté plein de choses comme ça qui ne coûtaient rien. Ils ont commencé à appliquer les changements avant même que ça soit dans les directives opérationnelles. Et moi, je le voyais même sur les photos sur Facebook. Les gars nous envoyaient ça. Ils faisaient plein de nouvelles mesures pour éviter la contamination croisée avant même que ça soit obligatoire. C'est donc dire qu'il y avait un message qui était passé, puis ça a été un beau travail de conscientisation de ça. Il y a un effet d'encouragement qu'on voyait ici. Les contaminants, comme on le sait maintenant, il y a eu plusieurs études épidémiologiques qui ont démontré qu'il y avait des risques accrus de cancer, de différentes maladies, mais surtout les cancers, chez les pompiers, et ça malgré ce qu'on appelle le Healthy Worker Effect, c'est l'effet du travailleur en bonne santé. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, normalement, c'est des gars en forme, qui devraient être plus en santé que les autres, normalement. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que pour certaines maladies, et ce n'est pas toutes les maladies, il y a des maladies associées à la vieillesse où effectivement, il a été démontré que les pompiers étaient moins malades. Mais pour certaines maladies, comme certains cancers, tout d'un coup, il y avait des pourcentages assez élevés même de cancers en comparaison avec leur population de référence, qui était souvent leur pays, population de leur pays. Alors, il y avait un problème. Et on parle des cancers, mais c'est souvent aussi les maladies cardiovasculaires, le gros problème chez les pompiers. Tout ça a fait qu'il y a eu beaucoup d'études et en 2010, et je crois que tout a commencé là, l'OMS, le Centre international de recherche sur le cancer, a déclaré que le métier de pompier était possiblement cancérigène. Ça a été un choc dans le monde de l'incendie parce que c'est rare. C'est rare qu'on voit ça, une exposition professionnelle, que ça cote de cancer. Alors, ça a ébranlé tout le monde. Et je dirais qu'au Québec, c'est à partir de là que ça a commencé tranquillement, la conscientisation. Il y a des gens qui se sont posés des questions. Et nous, au Québec, c'est arrivé il y a juste 2 ans, où on a eu des cancers professionnels reconnus, une reconnaissance administrative. On a eu 7 cancers qui ont été reconnus, mais je sais que ça se travaille. Et dans certaines provinces au Canada, on en a jusqu'à 15 qui sont reconnus. Et si c'est reconnu, c'est parce qu'il y a des études. Donc, les études sont déjà là. Alors, et là, j'en viens finalement aux pratiques. Qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, on sait qu'il y avait des contaminants. On n'a pas besoin d'avoir plus d'études, honnêtement. Même si on en avait plus, qu'est-ce que ça nous apporterait de plus? On sait qu'il y a un problème. Donc, il a fallu faire des changements. Alors, le premier grand changement qui s'est passé au Québec, c'est dans l'éducation et la culture. Il y a eu d'abord une tournée de formation partout au Québec qui a été faite par divers intervenants,
Il y a eu, par exemple, l'APSAM, un de nos organismes au Québec qui a fait une tournée provinciale de formation, parce que c'est avec l'éducation que tout part. Quand on est conscientisé, on a le goût de faire des changements, puis on le fait pour nous-mêmes, on ne le fait pas pour les autres ou par obligation. Donc, chez nous, ce qui a vraiment été l'argument majeur, c'est la santé. Ça a été un sujet qui a rallié tout le monde. Alors, tout le monde y a participé. On a eu les pompiers d'abord, les préventionnistes, les chefs, les officiers. On a aussi les gens du médical qui ont participé à ça, les médecins, infirmiers du travail. On a eu toutes sortes d'associations, des syndicats de pompiers, des associations de chefs. Tout le monde a travaillé à sa façon à conscientiser le problème de la santé pour évidemment l'améliorer. On a eu des affiches qui sont sorties, des capsules vidéo, des reportages, des témoignages, en tout cas des dépliants. Il y a même des gens, c'était très drôle de voir ça, j'arrivais dans certaines casernes, les gars avaient imprimé par eux-mêmes des affiches américaines, ils avaient traduit ça vraiment, comme on dit, broche à foin, ils avaient mis ça en français, une espèce de rectangle blanc là-dessus pour le texte. Ils mettaient ça dans les toilettes, dans les corridors, dans les casernes. Ils n'ont pas attendu qu'une belle affiche ou qu'un qui soit sorti, ils l'ont fait par eux-mêmes, ils ont imprimé ça à couleur, ça coûte à rien. Ils ont mis ça dans les casernes. Donc, vous voyez, avec pas grand-chose, il y a eu une conscientisation qui s'est faite. Ensuite de ça, là, beaucoup se demandaient, oui, mais là, est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Il n'y a pas vraiment de norme qui encadre ça. Évidemment, il y a une norme très intéressante à surveiller qui va être éditée. Elle devrait sortir cette année, normalement, la NFPA 1851. Qui va répondre à certaines questions très importantes sur la décontamination primaire des habits, à savoir quand est-il sale et quand doit-on décontaminer, parce que pour l'instant, c'est vraiment pas clair. Et il y a un projet de recherche actuellement aux États-Unis là-dessus, sur l'efficacité des méthodes de décontamination, le PPE Cleaning Validation, et on attend vraiment les résultats. Mais au Québec, on n'a pas attendu les résultats, comme dans bien des pays. On dit, bon, mais on sait qu'il faut faire quelque chose. De toute façon, au pire, on changera nos pratiques, notre modèle, on va l'ajuster avec les nouvelles études qui sortiront, les nouvelles normes pour nous aider. Donc, ils ont commencé à considérer l'incendie comme une intervention en matière dangereuse. Ils ont considéré l'incendie comme la zone chaude, les zones de déshabillage et de décontamination comme une zone tiède, puis les zones d'air de vie de caserne ou idéalement, dans un monde parfait, le réel et les véhicules comme une zone froide, ce qui n'est pas toujours évident à faire. Mais c'est un peu la tangente qu'ils ont pris. Alors là, la partie qui peut sembler la plus difficile, c'est le budget, les effectifs, les moyens disponibles. Alors au Québec, il y a eu de grandes différences, parce que nous, c'est pas comme ici. Au Québec, c'est pas. Chaque petite ville a son propre budget, son propre service incendie. Chacun a ses équipements, puis c'est différent. Alors, chacun a composé avec sa réalité. Il y en a qui ont 2 habits de combat, mais c'est rare. La plupart ont un seul habit de combat. Alors, s'ils veulent le nettoyer, ils font quoi? Il est mouillé. Alors, là, vous avez vu, vous devriez voir ça, l'ingéniosité. Il a commencé à avoir de l'entraide. Il y a des petites villes qui ont dit, bon, OK, on n'a pas d'argent pour s'acheter un 2e habit de combat, mais on va partager. On en a quelques-uns, on va se faire une banque de réserve d'habits. Il y en a qui ont commencé ça. Pendant qu'il y en a un qui est en train de s'acheter un habit, on va fouiller dans la banque. Il y en a qui se sont prêtés ça. Il y en a qui se sont prêtés des véhicules pour la décontamination, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'argent pour un véhicule. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré des vieilles remorques à la ville, dans certains cas, des vieux camions qui servaient à rien. Ils ont transformé ça en camions de décontamination. Ils les ont prêtés. Il y en a qui se sont fait des guides de bonnes pratiques communs. Comme lui que je vous montre là, il est disponible sur Internet, il est excellent. Je vous conseille d'aller le voir parce que ça, c'est les services incendies de la région de Port-Neuf, pas loin de chez nous. Ils ont fait un beau guide. Toutes les étapes qui sont passées. Ils ont même mis les coûts. Qu'est-ce que ça coûtait acheter des gants, acheter ci, acheter ça. Vraiment bien fait. Fait que là, on a vu plein de petites villes qui se sont réunies, ils ont fait leur propre guide, ils ont partagé des directives opérationnelles, des guides de bonnes pratiques. Ils ont fait ça assez rapidement. Juste un petit peu la photo avant aussi. Et beaucoup de services incendies ont commencé à se faire des petits bacs de décontamination.
Et comme je vous disais, il y a même des pompiers qui les achetaient par eux-mêmes. Bien souvent, il y avait hâte que ça se passe, les changements qu'ils faisaient par eux-mêmes. Donc, ils s'achetaient un bac comme ça, ils mettaient des bouteilles d'eau, des gants de Nutril, des petits Max 95, quelques cagoules de plus. C'était ça leur bac de décontamination. Et, ouais. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont inspirés pour leur pratique de tout ce qui se fait dans le monde. Ils sont allés fouiller dans les modèles de la Suède, des États-Unis, de l'Australie. Ils ont été voir un peu ce qui se faisait ailleurs, puis ils l'ont adopté à leur réalité, avec leurs moyens. Là, je vais faire un résumé vraiment rapide des grands changements qu'il y a eu. Ce que je vous présente là, ça n'a pas été fait partout. Il y en a qui ont fait tout ça, il y en a qui ont fait la moitié de ce que je vous montre là. Il y a eu de tout, selon les moyens, etc. Donc, première chose qui s'est faite, et ça je pense que c'est pas mal partout, il y a eu une obligation de porter l'appareil respiratoire durant toutes les étapes de l'intervention incendie. Incendie, déblai, enquête, c'est un peu plus compliqué, ça, un petit débat actuellement, mais normalement, incendie et déblai, ça, il n'y a plus personne qui se questionne, c'est obligatoire.